Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonsoir. Alors au minimum, c'est un manque à gagner de plus de 30 milliards par an pour le fisc, vous le disiez, dans un livre très documenté. Antoine Peillon, vous êtes journaliste, vous affirmez que 600 milliards d'euros d'avoirs français sont dissimulés aujourd'hui dans les paradis fiscaux. Et Patrick Cohen a choisi de vous inviter. Oui, aux côtés de François de Closet, dont le dernier livre paru est L'échéance français, vous n'avez encore rien vu. Antoine Peillon, vous êtes grand reporter à La Croix, donc ces 600 milliards, c'est à peu près le tiers de la dette publique française, enfuie dans des paradis fiscaux, 200 milliards pour des particuliers, dont une centaine de milliards en Suisse, mais on va laisser de côté les chiffres, ils sont vertigineux pour s'intéresser à la méthode. Ce que vous dénoncez, c'est un système mis en place par une banque suisse, UBS, et sa filiale française, qui organise l'évasion fiscale de façon massive et industrielle avec des démarcheurs. Racontez-nous. Alors c'est une banque exemplaire, hein, elle n'est pas la seule, toutes les autres banques font pareil. Mais c'est vrai que cette banque-ci fait office de championne en la matière. Donc il était intéressant de démonter son système de l'intérieur, de le connaître très précisément, parce qu'en gros, il est exemplaire pour l'ensemble du système bancaire. Il existait aux États-Unis et il a été démantelé, condamné sévèrement par la justice américaine. Et donc c'est un système qui a été en quelque sorte dupliqué en France, mais qui existe toujours. Donc je parlais des démarcheurs, c'est-à-dire des agents, des chargés d'affaires suisses qui sont présents en France. Qui sont présents en France. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, ils l'étaient en tout cas jusque juin dernier. Oui, c'est pas vieux. Voilà. Et ils l'ont été pendant, disons, presque une dizaine d'années. Ils viennent à l'occasion d'événements mondains, des tournois de tennis. Roland Garros, il y a une loge UBS. Oui. Et ils rencontrent là des personnes extrêmement fortunées qui, dans une ambiance conviviale, eh bien, leur confient qu'ils aimeraient bien mettre leur argent sous la protection de coffres suisses ou de comptes suisses. En tout cas, hors de portée du fisc français. 120 chargés d'affaires, donc l'an dernier, auprès de sportifs, d'hommes d'affaires, de personnalités du showbiz. Et vous avez mis la main sur une note signée par un collectif de cadres d'UBS et adressée à la Banque de France, qui cite des noms prestigieux que vous reproduisez. Vous avez reçu du papier bleu depuis? Non. Pas de plainte? Aucune plainte pour l'instant. Ah, donc on peut les citer alors? Pas d'huissier. Ben, vous prenez le risque avec moi à ce moment-là et avec mon éditeur. Alors des footballeurs, Carambeu, Makelele, Vieira, Laurent Blanc, oui. Et même Michel Platini. Oui. Et Liliane Bettencourt, dont la fortune est passée par ses filières. Ça, alors là c'est une notoriété publique. Oui. Maintenant, là, vous prenez beaucoup moins de risques tout d'un coup. malgré le fait que c'est peut-être quand même ces personnes-là qui sont les plus intéressantes. Les footballeurs, bon, c'est toujours très spectaculaire. C'est des fortunes très importantes et surtout des personnalités très célèbres pour le grand public. Et puis ils gagnent des fortunes concentrées sur un petit nombre d'années. Voilà, exactement. Ils ont intérêt à faire prospérer ensuite pour la suite de leur vie. Ils n'ont pas toujours d'ailleurs conscience complètement de ce qu'ils font. Oui. Ils sont mal conseillés. Ils sont souvent très jeunes. Bon, passons sur les footballeurs. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de regarder les patrons du CAC 40, des gens qui sont héritiers eux-mêmes souvent de fortunes industrielles très anciennes et qui sont considérables. Et qui sont dans un système beaucoup plus structuré où les complicités vont beaucoup plus loin que celles des footballeurs qui sont souvent leurs conseillers directs, leur famille. Je dis directement que c'est beaucoup plus intéressant parce que ces fortunes considérables des grands industriels qui s'évadent hors de France, elles peuvent le faire parce qu'elles achètent la complicité de ceux qui devraient les contrôler. Alors c'est tout le chapitre sur Bettencourt, je ne suis pas du tout le seul à travailler sur le sujet, mais ça pointe le doigt immédiatement sur un soupçon de financement politique vers l'achat des campagnes électorales. On va en reparler après. Simplement, manque à gagner estimé pour le fisc français. Julie citait le chiffre tout à l'heure. 600 milliards, je pense. Non, 600 milliards, c'est l'argent bancaire. En flux annuel, on dit que pour les fortunes personnelles, on est à 30 milliards d'euros. 30 milliards de qui manquent en caisse. En gros, sur l'ensemble de l'évasion fiscale, on estime que c'est un sixième du budget de l'État qui manque. Le budget de l'éducation nationale, qui est le plus gros budget aujourd'hui de l'État français. Alors, on précise simplement que ce n'est pas des exubrations. Vous citez des sources, un ancien commissaire de la DCRI, des cadres bancaires, des cadres d'UBS aussi qui vous ont parlé, qui vous ont remis des documents. Vous avez une masse considérable de documents. Tout ça est très, très étayé et très documenté, sinon on n'en parlerait pas ce soir. François de Closet, votre regard sur ce système, c'est vraiment un système que décrit Antoine Peillon. Tout à fait, mais c'est un système
qui, je dirais, à un bout du spectre est dans l'illégalité complète, hein, quand on fait s'évader de l'argent. C'est absolument Mais illégal. ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'on a créé une fiscalité d'une telle complexité que si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous payer de très bons fiscalistes, vous réussissez à payer en pourcentage, et là alors légalement, hein, vous réussissez à payer en pourcentage moins que, disons, un cadre supérieur. Donc tout notre système fiscal est insupportable. Hein, insupportable aujourd'hui. Et ce qu'il y a de très dangereux, c'est que ça crée et ça accentue, je dirais, la haine des riches. Parce que c'est vrai que c'est insupportable. Et puis, je vais ajouter... C'est le titre, c'est la une de l'hebdomadaire Le Point auquel vous contribuez cette semaine. Parce que il y a effectivement les riches qui vont planquer leur fric, etc. Mais il y a aussi, aujourd'hui, toute la richesse colossale qui se crée, par exemple, dans la finance, dans la spéculation, et les traders, etc., qui est une richesse qui ne sert à rien, qui ne crée aucune valeur et qui même, on le voit, crée des déséquilibres tels qu'après, l'économie réelle en souffre et que des millions de gens en souffrent. Là aussi, c'est pas supportable que des gens s'enrichissent. Je dirais que ce que vous dénoncez est illégal. Bon, qu'on admette qu'il y ait quelque chose d'illégal, faut lutter contre. Moi, ce dont je vous parle, c'est d'un enrichissement légal. Légal, vous m'entendez? Et qui, aujourd'hui, n'a plus aucune utilité sociale, n'a plus aucune justification, et qui, donc, n'est pas non plus tolérable. Donc, il faut à la fois lutter, et Dieu sait, contre l'enrichissement illégal, il faut aussi ne pas permettre que la moitié ou les trois quarts de l'enrichissement soit un enrichissement parasitaire qui ne sert à rien et qui ne traduit aucun mérite. En somme, ce que vous expliquez dans Le Point, c'est que le système capitaliste est par essence inégalitaire, mais que pour supporter cette inégalité, il faut qu'il y ait de la justice. Et pas la justice de l'utilité, que... J'insiste, hein, parce que le danger, c'est qu'avec tous ces débordements, on va tomber dans l'égalitarisme. On va dire, tout de ce qui dépasse, on coupe, c'est imbécile. Nous sommes dans un système capitaliste. Et quel est le moteur du système capitaliste? C'est l'enrichissement individuel, donc la création d'inégalités. Mais à condition que ces inégalités créent des richesses et créent des emplois. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Donc il nous faut une charte non pas de l'égalité, mais des inégalités pour sanctionner soit celles qui ne servent à rien, soit toutes celles qui sont illégales. Pour mettre fin au système que dénonce Antoine Peillon, il faut une volonté politique. Et là, il y a quand même un gros souci. Le parquet de Paris, sur cette affaire de l'UBS, est saisi depuis 2 ans. Le résultat, Antoine Peillon? Le résultat, enfin, une information judiciaire confiée à un juge d'instruction. Ah oui, c'était j'ai vu ça dans les Échos hier. Depuis le 12 avril dernier, c'est-à-dire 3 semaines après la parution d'un livre qui dénonce le fait que justement il n'y avait pas d'information judiciaire et 1 semaine, enfin une dizaine de jours avant un premier tour à l'élection présidentielle. Un juge va être désigné. Un juge est désigné, un excellent juge d'instruction qui va maintenant enquêter à fond, et ça aurait dû être le cas au moins depuis 1 an, au moins je pense depuis juin de l'an dernier, où tous les éléments étaient réunis dans une enquête préliminaire très rapide, parce que déjà très fournie. Il y a un service de police judiciaire qui a fait un travail déjà, qui dépend des douanes. La douane judiciaire. La douane judiciaire. Extrêmement efficace, extrêmement motivée, et qui avait réuni déjà une montagne de documents et de témoignages dès juin 2011. Donc c'est un scandale qui devrait avoir des suites judiciaires, Antoine Peillon? Bien sûr, non seulement sur UBS, mais certainement sur d'autres banques. Parce que UBS est 1/20 du flux d'évasion fiscale en France. Il n'y a pas que la Suisse, hein, on parle beaucoup de la Suisse. Il n'y a pas que la Suisse, il y a bien sûr les autres banques suisses, il y a des banques françaises. Une commission d'enquête parlementaire au Sénat travaille très sérieusement sur le sujet. J'ai été auditionné par eux, par les sénateurs, il y a maintenant 2 jours, et j'ai bien perçu, comme tous ceux qui sont auditionnés, que, y compris au Parlement, on va aller loin dans la connaissance et on va aller loin ensuite peut-être dans la nouvelle loi ou dans la réforme de la loi, de sorte à ce que non seulement la fraude soit réprimée, mais je suis d'accord avec M. de Closette, au moins sur ce point-là, il y a un gros problème sur les injustices fiscales du fait d'optimisations qui sont à la portée de certains et pas d'autres, et puis toute une structure fiscale dont les spécialistes disent qu'il faut une documentation au moins longue comme 2 fois cette table pour pouvoir maîtriser la fiscalité de quelqu'un. D'où le métier de fiscaliste, oui.
Antoine Peillon, vous travaillez depuis des années sur la question des paradis fiscaux. Est-ce que vous convenez, même si on voit qu'il reste beaucoup à faire, est-ce que ce dossier a avancé depuis les grands sommets internationaux qui ont décidé de traiter le sujet? Il a presque reculé, malheureusement. Oh. Oui, je suis désolé, c'est pas une très bonne nouvelle, mais enfin, il y aura des bonnes nouvelles peut-être plus tard, parce que je vois que beaucoup de gens se mobilisent pour travailler dans le bon sens. Pourquoi ça a reculé? Mais ça a reculé parce que, passé la crise, tous les économistes constatent que les paradis fiscaux sont à nouveau regonflés d'avoirs non déclarés. Alors, on a assisté à des sommets internationaux avec des paroles tonitruantes et qui ont été jugées parfois comme injurieuses par rapport à certaines grandes démocraties, y compris la Suisse, mais qui n'ont pas fait avancer pour un sou il n'y a pas des pays qui sont rentrés dans le rang, tout de même? Ils ont été rayés de la liste. Non, il y a des pays noire, qui ont signé des accords de coopération qui ne sont pas respectés, et même parfois entre paradis fiscaux. Au Sénat, ça a été l'objet de rigolades, voire de plaisanteries importantes des spécialistes sur le sujet. Ça n'est pas sérieux. On vient de publier en France une liste des paradis fiscaux où il n'y a plus de paradis fiscaux. Et c'est le discours qu'on a entendu depuis maintenant quelques années. Or, tout le monde constate que cette évasion fiscale et les paradis fiscaux ne se sont jamais aussi bien portés. On ne va pas ici mettre les chiffres, il suffit de regarder. Rassurez-moi, se porte toujours bien pour la Grande-Bretagne. Bien entendu, chacun ses paradis fiscaux. Singapour, et il y a des jeux de diplomatie entre les grandes puissances européennes pour savoir, je t'en retire un, tu m'en laisses retirer un autre, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et je dois dire que plus vous restreignez le nombre, plus vous surveillez les paradis fiscaux, plus vous aboutissez à ce résultat paradoxal que seuls les plus riches et ceux qui ont le plus connaissance de tous les moyens peuvent les utiliser. Vous allez dissuader, je dirais, les petits profiteurs et vous allez favoriser les gros profiteurs. Non, je confirme. Et depuis 2 ans, tous les spécialistes d'évasion fiscale parlent de Singapour. Aujourd'hui, la place de Suisse sert de plateforme première, mais ensuite, l'opacification des comptes des sociétés écrans est considérable. Mais on l'a vu sur l'affaire Bettencourt. Exactement, mais c'est un modèle parfait. Et ça part à Singapour, totalement hors de portée de tout juge et de toute enquête. Antoine Peillon, ces 600 milliards qui manquent à la France au seuil, enquête au cœur de l'évasion fiscale, c'est vraiment à lire. Et puis François de Closet, votre dernier livre, L'échéance, avec Irène Ninchospé chez Fayard français, vous n'avez encore rien vu. Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Merci. Merci à tous les trois. Et nous